Des habitations coquettes à l'image de cette maison témoin. C'est là, à Kigali, au Rwanda, que le gouvernement britannique avait décidé en 2023 d'envoyer les demandeurs d'asile entrer illégalement au Royaume-Uni. Le principe, la déco, tout avait emballé la ministre de l'Intérieur de l'époque. C'est un projet positif, sûr, beau, un paradis pour des milliers de gens. Après un marathon politique et judiciaire, ce projet controversé a été annulé. Mais le Rwanda apparaît toujours comme une destination de choix où expulser des migrants illégaux. Lundi soir à Bruxelles, les eurodéputés ont donné leur feu vert à la création de hubs de retour, des centres d'hébergement en dehors de l'Europe, notamment au Rwanda, en Ouganda et en Ouzbékistan, pour y renvoyer les déboutés du droit d'asile. À ce jour, sur les 400 000 étrangers n'ayant plus l'autorisation de résider au sein de l'UE, seuls 20% quitteraient d'eux-mêmes le territoire. Seule une personne sur 5 ayant séjourné ou séjournant illégalement en Europe est renvoyée. C'est pourquoi l'accord est si important. Il représente une étape cruciale dans le redressement de la politique migratoire. Le texte, qui doit encore être soumis à un dernier vote, prévoit un durcissement des sanctions, détention prolongée, saisie des documents d'identité ou encore visite au domicile. Des mesures saluées par l'extrême droite et la droite qui ont porté le texte. C'est la fin de l'impuissance face à l'immigration illégale. C'est une vraie révolution aussi dans la politique européenne qui a mis tellement longtemps à retrouver enfin le sens des priorités. À l'inverse, la gauche et les écologistes dénoncent des mesures dignes de la police anti-immigration américaine. Nous ne sommes pas loin de la politique qui est appliquée par l'ICE aux États-Unis. Eh bien, il est grand temps de se réveiller parce que l'Europe est sur la même voie. Alors la politique migratoire européenne est-elle en train de se trumpiser? Avec le nouvel accord, l'UE protège-t-elle ses frontières ou trahit-elle ses valeurs? Nos trois invités pour ce débat, William Tay, bonsoir, politologue, fondateur du think tank Le Millénaire. Selon vous, les flux migratoires sur le territoire européen sont disparates selon les pays. Le texte voté sur les hubs de retour, d'après vous, est une réaction de crise pour montrer à l'opinion publique que l'Union européenne est efficace et qu'elle est utile. À côté de vous, Ophélie Marel, bonsoir, conseillère juridique à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous considérez que le but du texte voté est de renforcer la protection des frontières pour limiter les entrées sur le territoire européen. Et là, ajoutez-vous, ça se fait en dégradant les droits fondamentaux, car cela va permettre, et cela permet d'expulser des personnes en situation irrégulière. Et à côté de vous, Yves Bertoncini, bonsoir, consultant et enseignant en affaires européennes. Vous enseignez à l'ESCP, Business School et au corps des mines. Selon vous, les hubs de retour sont un outil, mais pas la solution miracle qui permettrait de résoudre les problèmes de fond. Du point de vue politique, ajoutez-vous, ces hubs permettent surtout de répondre aux attentes de ceux qui refusent en bloc l'immigration. Et on va démarrer le débat, Benjamin, avec la carte du jour pour mieux comprendre les flux et les voies migratoires. Les flux d'entrée regardés en Europe et en Grande-Bretagne, de l'immigration dite clandestine. Et ça passe toujours, Yves Bertoncini, on le voit principalement par les voies méditerranéennes, c'est ça aujourd'hui? Oui, dans la dernière période, c'est Frontex qui met à jour ses cartes et ses flux, ses chiffres. Ce que je veux quand même souligner d'emblée, en 2025, c'est que ça a donc divisé par deux les chiffres par rapport à 2023. Donc il y a quand même une baisse assez sensible qui est en partie liée au fait que, par exemple, en Syrie, le régime de Bachar al-Assad est tombé, et donc il y a moins de gens qui nécessitent de quitter ce pays. Et puis c'est aussi en partie lié aux accords qu'ont pu passer les Européens avec des pays d'origine, des pays de transit, avant même d'en venir à des plateformes de retour, dans l'idée que c'est la même chose pour la Syrie, il faut agir à la source. En réalité, il ne faut pas agir seulement à la frontière, il faut agir à la source. Et le fait que tous ces flux ont baissé, c'est de l'immigration irrégulière, depuis 2 ans, divisé par 2, et je dirais un bon signe au regard de ce que les Européens ont déjà pu faire. Mais alors, William Tay, pourquoi durcir avec cette loi qui a été votée avant-hier si les flux baissent de manière conséquente? Parce qu'en fait, le véritable objectif, c'est pas vraiment de lutter contre l'immigration illégale, c'est surtout de lutter contre l'immigration légale, mais après de rejeter les personnes qui ne seraient plus en situation légale.
quand vous regardez notamment les textes qui ont été adoptés, donc pacte asile-immigration plus le texte sur la directive retour, en fait, vous avez beaucoup de gens qui font une demande d'asile, donc théoriquement, ça fait partie de l'immigration légale, mais qui ensuite, après avoir le titre de séjour refusé ou la demande d'asile refusée, on a du mal à les expulser, ce qu'on appelle les fameuses OQTF, avec un taux en France qui est de 10% et un taux de moyenne dans l'Union européenne qui est compris entre 20 et 30%. Et donc, en fait, ce que veulent éviter les pays européens, notamment la France, l'Italie et l'Allemagne, c'est qu'en fait, que les gens viennent et puis ils restent. Et donc, pourquoi est-ce que vous créez un hub ? C'est pour traiter les demandes d'asile, non pas sur le territoire national, mais pour externaliser les demandes dans d'autres endroits. Parce que c'est allusion au hub de retour. Au hub de retour, parce que ça permet d'éviter notamment en question, c'est-à-dire si vous avez ça un traitement dans un pays dit extérieur, les personnes, s'ils sont expulsés, ne peuvent pas rester sur le territoire national. Ophélie Marel, vous êtes d'accord avec cela ? C'est-à-dire qu'il y a des migrants qui arrivent légalement, mais qui après deviennent des clandestins, et c'est ça la difficulté de l'Europe. Et finalement, ce chiffre de 178 000 est inférieur à la réalité. En fait, ce n'est pas que les personnes qui entrent légalement et qui restent sur le territoire ou des personnes déboutées du droit d'asile. Il y a aussi des personnes qui entrent sur le territoire européen d'une manière illégale ou irrégulière. Mais là, en fait, le but de l'Union européenne, ça poursuit deux objectifs. On veut dissuader les personnes de revenir en se disant que si on a une politique qui est plus restrictive, eh bien, les personnes ne voudront plus migrer. Mais ça, on sait que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire un signal. Un signal, voilà, envoyé aux populations qui souhaiteraient migrer. Mais ça, on le sait c'est documenté depuis une trentaine d'années. C'est pas parce que les politiques migratoires sont restrictives, ça ne dissuade pas de migrer, parce que les gens migrent pour différentes raisons, quand il y a des guerres économiques, enfin voilà. Et le deuxième objectif, c'est effectivement de pouvoir éloigner du territoire. Et comme le disait monsieur, là, au niveau européen, on est sur à peu près 20% d'éloignement. Et pour l'instant, c'est vrai que les États ont du mal à éloigner les personnes qui sont sur le territoire. Vous êtes d'accord avec ça, William T, sur le signal? Je ne sais pas si vous allez partager ce que dit Ophélie Marel. Est-ce que pour vous, c'est un signal envoyé à ces migrants, cette symbolique que cette en fait, politique? La plupart des pays suivent le modèle anglo-saxon. Et le modèle anglo-saxon est basé sur deux choses. Un, c'est réguler les demandes d'entrée dites légales avec la fameuse green card aux États-Unis. C'est-à-dire vous mettez des filtres sur les professions qui viennent ou pas. Et ensuite, après, sur des conditions très, très restrictives pour dissuader en fait, les gens de venir. Et ce qu'a mis notamment en place Trump, c'est un exemple qu'on cite souvent, lorsque Trump a été élu président des États-Unis, donc le 4 novembre 2016, il n'était pas encore président. Mandat. Non, le premier mandat, c'est vraiment marquant. Il n'est pas encore président des États-Unis, parce qu'il rentre en fonction tout le temps en janvier, le président des États-Unis. Mais une fois qu'il a été élu, les demandes de permis de travail ou de séjour aux États-Unis ont baissé de 50 à 70%. Donc ça veut dire que même, juste avant même qu'ils mettent le pied à la Maison-Blanche, en fait, le fait qu'ils disent qu'ils mettent en place une politique dissuasive entraîne les gens à de faire moins de refus. Ensuite, après, là où madame a raison, c'est que c'est pas parce que vous mettez une politique dite dissuasive que des gens qui veulent vraiment venir veulent venir, parce que eux, la contrainte qu'ils ont, c'est de dire est-ce qu'on échappe à un territoire en guerre, une économique ou des famines, et donc là, ils se diront vaut mieux braver, quitte à venir sur le territoire européen que la directive européenne. Vous allez réagir après, Yves Bertoncini, mais on va évoquer avec vous trois et avec Anna le nombre et le profil des demandeurs d'asile. Oui, près de 700 000 personnes ont fait une première demande d'asile dans l'Union européenne en 2025, 669 365 précisément selon les données d'Eurostat, un chiffre qui a diminué lui aussi de 27% par rapport à 2024. Je rappelle qu'un demandeur d'asile, c'est une personne qui fuit son pays par crainte d'y être persécutée ou à cause d'un conflit et qui ne peut pas se réclamer de l'aide de son pays. Elle peut donc demander l'asile dans un pays tiers. Si sa demande est acceptée, elle reçoit le statut de réfugié et une protection internationale qui est régie par la Convention de Genève de 1951. Et depuis 2013, il faut dire que c'était les Syriens qui étaient le premier groupe de personnes à demander l'asile au sein de l'UE. Mais aujourd'hui, ce sont désormais les Vénézuéliens les plus nombreux. Ils étaient près de 90 000 en 2025. Cette augmentation, elle s'explique par la crise que traverse le pays. L'exil des Vénézuéliens a commencé peu après la réélection contestée de Nicolas Maduro. C'était le 28 juillet 2024. Face à cette répression très violente qui avait été menée par les forces armées contre ces voix dissidentes, beaucoup ont décidé de quitter le pays. Et c'est en Espagne, un pays hispanophone, mais aussi le plus souple en matière d'immigration aujourd'hui, qu'ils demandent l'asile. L'Espagne, qui par ailleurs est le pays européen qui a reçu le plus de demandes d'asile en 2025, plus de 140 000, suivi de l'Italie, de la France, de l'Allemagne et de la Grèce. Yves Bertoncini, en 2025, près de la moitié de ces demandes d'asile ont été déboutées. Est-ce que ce sont eux qui vont être envoyés vers des pays tiers et dans ces fameux hubs de retour ? Oui, ça serait l'idée à laquelle le gouvernement espagnol s'est plutôt opposé d'ailleurs dans les discussions
dans les discussions récentes, parce que lui, en effet, a reçu beaucoup de demandes d'asile, en a accordé beaucoup. Il a d'ailleurs, c'est parallèle à ça, le gouvernement actuel régularisé des immigrants clandestins, voilà, visiblement. Pour la main-d'œuvre. Pour la main-d'œuvre, et avec d'ailleurs un impact économique plutôt favorable et pas de troubles sociaux ou identitaires visibles à ce stade, en tout cas. Alors, ce que vous dites au niveau européen, oui, c'est le sujet. Vous faites bien de dire que là aussi, les flux ont baissé quand même. Par rapport à il y a 2 ans, c'est même 30 ou 35-40% de baisse. Il y a eu un pic à 1 million, comme il y a 10 ans. Donc, en revanche, ce qu'on constate, c'est que parmi tous ceux qui seront déboutés, c'est là qu'il y a effectivement un problème opérationnel, ceux qui n'ont pas vocation, comme on dit, à entrer, restent là et dans une sorte de zone juridique hybride, un no man's land juridique. Et donc, c'est à cela que prétend répondre le fait qu'on les mettrait dans des pays tiers. Mais vous nous avez rappelé au début de cette émission le fiasco, il faut quand même le dire, de ce qui s'est passé entre le Royaume-Uni et le Rwanda. On aurait pu ajouter l'expérience conduite par le gouvernement de Giorgia Meloni en Albanie. C'était pas plus satisfaisant. Et c'est pour ça que je dis un signal politique. Pourquoi pas, si ça peut rassurer les personnes inquiètes, mais enfin, c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir régler un problème qui est difficile à régler de toute façon. Alors, on va parler avec vous de ces hubs de retour, mais justement, ça nous permet de déclencher notre archive. À propos de ce que vous avez évoqué, l'Albanie et l'Italie, ça fonctionne peu. L'Italie de Giorgia Meloni a scellé un accord avec l'Albanie, pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, pour y accueillir des dizaines de milliers de migrants. C'était l'idée, chaque année. Premier centre dans le nord de l'Albanie a ouvert en 2024. La suite est racontée dans l'archive. Ce petit port de 4000 habitants dans le nord de l'Albanie s'apprête à vivre une première. C'est ici, à Chengin, que débarqueront dorénavant une partie des migrants interceptés par les gardes-côtes italiens. Les personnes secourues en mer seront triées sur des bateaux italiens. Les femmes et les enfants débarqueront en Italie. Les hommes, eux, seront envoyés à quelques 1000 kilomètres du sud de l'Italie. Derrière ces grilles, ces hommes feront leur demande d'asile auprès de policiers italiens selon les règles de l'Union européenne avant de rejoindre cet autre centre, gigantesque enclave italienne de 77 000 mètres carrés pour 28 jours maximum. Ophélie Marenne, pour vous, c'est la preuve que c'est un échec, ces hubs ? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'accord avec l'Albanie n'a pas fonctionné. Il y a eu plusieurs recours juridiques qui ont été faits au niveau italien et après au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a considéré qu'en l'état du droit européen, ces centres ne pouvaient pas fonctionner. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a des contours assez flous en fait, sur leur fonctionnement et sur ce qui va se passer après. Parce que les personnes sont renvoyées, par exemple, en Albanie, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Combien de temps est-ce qu'elles vont rester ? Est-ce qu'ensuite, elles vont pouvoir être transférées vers leur pays d'origine ou pas ? Parce qu'il faut quand même savoir que là, les personnes, elles vont être envoyées dans un pays avec lequel elles n'ont aucun lien. Donc, ni linguistique, ni généalogique, ni rien, pas de liens familiaux, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Et ça peut aussi poser des questions en termes de droits humains, parce qu'on peut être potentiellement dans des pays qui ne respectent pas certaines normes minimales de l'Union européenne, par exemple. William T. Moi, je ne suis pas sûr qu'on peut dire que ça n'a pas marché concrètement, parce que ça n'a jamais été appliqué, pour 2 raisons spécifiques. C'est-à-dire que d'une part, vous avez un recours dit collectif contre est-ce que la loi est conforme au droit européen. Et c'est ça qui est le litige en question, et la CJUE dit que c'était pas conforme, mais maintenant que vous avez une directive qui permet ça, est-ce que ça va pas être considéré comme conforme? C'est le premier élément. Depuis lundi. La loi, depuis lundi. Donc c'était non conforme avant lundi, mais ça peut être conforme maintenant. Le deuxième point, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ont fait des recours au nom de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont la plupart des pays de l'Union européenne sont signataires, et qu'en fait, au nom de la dignité humaine, ils disent qu'ils n'ont pas le droit à être transférés dans un pays auquel ils n'ont pas refusé d'accepter. Et donc, en fait, c'est un problème qui est juridique. Mais maintenant que cette directive est autorisée et que l'Union européenne, d'un point de vue juridique, pour rentrer dans les détails, en fait, est signataire automatique de la Convention européenne des droits de l'homme et que les deux sont conformes, et en fait, une grande partie des traitements vont être faits. Moi, je pense qu'il y a 2 limites sur ce point. C'est comment sur les hubs. Un, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que vous fassiez une distinction entre les pays dits sûrs et les pays dits non sûrs. On sait s'il y a un pays sûr. En fait, c'est qu'en fait, vous avez des listes de l'Union européenne disant que, en fait, automatiquement, de base, des traitements de droit d'asile sont considérés venant de pays sûrs. Si, par exemple, vous venez, si vous faites une demande d'asile, mais que vous venez d'Angleterre, par exemple, il y a moins de chances que vous soyez persécuté que si vous venez de Syrie, par exemple, en l'occurrence. Et donc, en fait, il faut faire une distinction entre les pays sûrs et les pays non sûrs. Et donc, dans les hubs, vous mettez plutôt les pays dits sûrs parce que
dans les pays sûrs, le déboutage du droit d'asile est beaucoup plus important. L'autre point, je pense, c'est de dire concrètement que les hubs ne suffiront pas à traiter toutes les demandes d'asile parce que vous êtes sur un refus qui est à peu près de 300 000 à 400 000 par an et les hubs ne sont pas faits pour traiter autant de personnes. Donc en fait, je pense, et c'est pour ça que j'ai répondu ça, c'est-à-dire que les hubs sont faits pour manifester à l'opinion publique que les États membres en fait, font une politique active en matière de retour sur l'immigration, mais ça ne permettra jamais de traiter les 400 000 de traitements d'asile. Mais Yves Bertoncini, quels pays vont vraiment s'en emparer? Le Danemark, d'autres? Voilà, l'Allemagne, l'Autriche, je crois. Quelques-uns ont annoncé qu'ils allaient le faire, peut-être la Grèce aussi. Et avec quel pays? Voilà, alors la question après... Alors, on a entendu parler de Rwanda, Ouzbékistan, Ouganda. Voilà. Ce sont des pays sûrs. Vous parliez de pays sûrs en termes de pays accueillant des hubs. En fait, c'est pas eux qui sont considérés comme pays sûrs, mais est-ce que... c'est la provenance c'est la provenance. Mais par rapport à ces pays où se reconstruisent ces hubs, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très sceptique. Je vous dis, voilà, j'ai visité le Rwanda il y a pas mal d'années. Je suis assez sceptique. On a bien vu d'ailleurs comment les Britanniques s'étaient crachés là-dessus. En fait, ça fait penser à l'ardoise magique. Voilà. Il y aurait des demandeurs d'asile là et on va les mettre ailleurs. Mais ça a été un fiasco logistique, ce qu'ont fait les Britanniques. On verra bien ce qu'il en est des Italiens avec les Albanais, parce que pour le coup, les Italiens avaient déjà trouvé l'Albanie comme partenaire, avec des effets de levier, puis des liens entre ces deux pays. Mais voyons-nous envoyer en Ouganda, par exemple, des Afghans qui seraient venus chez nous, là, ou qui arriveraient à Vintimille, ou je ne sais pas, ça me paraît extrêmement illusoire, mais on le verra. L'avantage de ces textes, c'est qu'ils vont s'appliquer. Il faut quand même redire quand même que ça fait partie d'un pacte plus large qui prévoit aussi l'accueil des demandeurs d'asile qui doivent l'être, la solidarité aussi entre les pays qui sont parfois, et c'est le cas de la Grèce, exposés à des afflux massifs, une solidarité soit humaine, c'est-à-dire qu'on transfère, comme ça a pu être fait dans le passé, certains demandeurs d'asile dans d'autres pays, ou alors une solidarité financière. Et puis surtout, le volet externe est très important. C'est quoi le volet externe? Le volet externe, c'est d'agir à la source. Agir à la source, alors ça veut dire la diplomatie, le développement, la dépense, le commerce, le développement. Ça va au-delà de l'asile et de la migration. Il faut que les Européens s'affirment davantage pour ne pas être ballottés par les crises de leur entourage. Ça a été essayé. Et en vain, voilà, disent ceux qui aujourd'hui réclament ce que fait l'Union européenne. Voilà, cette coopération qui n'a pas fonctionné, qui n'aurait pas fonctionné. Non, mais absolument. On a vraiment l'impression que l'Union européenne essaye de donner des gages et essaye de développer un nouvel outil. Alors qu'effectivement, il y a le pacte sur l'asile et l'immigration qui entre en vigueur dans quelques jours. C'est quand même, rappelons-le, un texte de 1500 pages qui comporte plusieurs règlements et qui va quand même modifier en profondeur les droits nationaux et donc les politiques migratoires européennes. Et donc on se demande vraiment un petit peu à quoi sert ce nouvel outil qui paraît vraiment plus être un effet d'annonce. Et plus peut-être préciser pour la sûreté, il y a les pays d'origine sûrs, mais il y a aussi les pays tiers sûrs. Donc en fait, même les pays de transit doivent garantir un certain nombre de droits minimaux. Voilà. D'où l'accusation de trumpisation de la politique migratoire, William T., de l'Europe, notamment quand on commence à l'Ouzbékistan, on ne se dit pas une démocratie exemplaire, par exemple. Mais c'est sûr qu'il y a un problème sur le choix des hubs. Je pense que ce n'est pas adapté de mettre les personnes au Rwanda ou en Ouzbékistan. Ça ressemble à une provocation, même, quasiment. Je pense que c'est... Par rapport à l'Ouzbékistan. En fait, ça les éloigne beaucoup de leur pays d'origine. Donc ce serait où pour vous, pardon? Moi, je pense que le mieux, ce serait de... Comme la plupart, je dirais que 50% des demandes de traitement sont faites du Maghreb et du Moyen-Orient, il aurait mieux fallu trouver des pays qui soient collés, comme l'Égypte, par exemple. En tout cas, au moins, ça collerait mieux, et puis c'est un pays considéré comme sûr. Je pense que le sujet de trumpisation... Le voisin n'est pas forcément d'accord sur l'Égypte. Le sujet de trumpisation est quand même éloigné. Quand vous comparez la politique migratoire américaine, il suffit de comparer ce que mène, par exemple, Joe Biden, qui était président des États-Unis, démocrate, avait fait en sorte que toutes les personnes qui viennent illégalement sur le territoire américain avaient aucun droit d'être naturalisées et avaient aucun droit social. Alors on se référait plutôt à ICE, la politique menée par Trump, mandat. Oui, mais ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a quand même un consensus qui fait que la politique migratoire est beaucoup plus musclée là-bas qu'en Europe. Sur le sujet européen, moi je pense que le sujet essentiel, et pourquoi est-ce que ça a été mis en place, c'est parce que vous avez une montée des droites nationales, des extrêmes droites, etc., et que les pays et les États membres, et à la fois l'Union européenne, doivent justifier de leur existence, et donc s'ils ne s'emparent pas de la politique migratoire, il y a un risque que vous avez une contagion de beaucoup de gens qui soit sont sur les mêmes idées que Mélanie, soit sont les mêmes idées les partis les plus populistes et les plus extrémistes. Et donc les partis de gouvernement
sont obligés de le faire. Mais c'est pour ça qu'il faut rappeler inlassablement que l'Europe est en train d'agir, avant même d'adopter ce texte en trilogue, que ce texte n'est pas glorieux, que les dispositifs, à mon avis, sont un peu fumeux, mais oui, le sujet, quand on voit les images de trop plein, les canaux, voilà, c'est de rappeler que l'Europe n'est pas actuellement soumise à un afflux migratoire massif. Mais est-ce que c'est pas une réponse politique C'est plutôt nécessaire? même en train de baisser parce que on stabilise un peu mieux le voisinage. Du débat. Est-ce que c'est pas une réponse politique nécessaire? Voilà. En tout cas, c'est une réponse politique qui a été jugée nécessaire. Les peuples européens. Jugé nécessaire compte tenu des majorités politiques qui ont été élues par les peuples européens, mais ça n'empêche pas, puisqu'on est en démocratie, de commenter ce qui a été décidé. Et encore une fois, sous l'angle de l'efficacité, parce qu'il n'est nul doute qu'il y a un problème difficile à régler, le fait qu'il est difficile d'éloigner ceux qui seraient déboutés du droit d'asile, eh bien, on aura le loisir de voir si ça a marché davantage que l'action à la source. Alors, on aura aussi le loisir de voir, Ophélie Morel, ce que sont que les visites domiciliaires qui est prévu par ce texte. Et ça semble quand même un vrai durcissement. Oui. C'est-à-dire que les autorités pourront se rendre au domicile de gens et éventuellement en tout autre lieu pertinent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, en fait, les visites domiciliaires, c'est calqué sur le droit pénal. Donc, c'est ce qu'on appelle des perquisitions. Oui. On ne sait pas vraiment. Tout autre lieu, ça peut être potentiellement le lieu de travail, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en situation irrégulière et qui travaillent. Les écoles, la salle de sport, enfin, j'en sais rien, des lieux, en fait, qui ont un lien avec la personne. Donc là, il y a un flou autour de ça. Mais, de toute façon, il y a un flou quand même sur la mise en pratique de ce texte. Et aussi, effectivement, c'est extrêmement attentatoire aux droits humains. Pour le coup, atteinte à la vie privée... et à la Convention européenne des droits de l'homme. Sur cette notion. En fait, il faut rappeler que ça reste une directive, et une directive, en fait, ce sont les États membres qui vont l'adapter chacune dans leur réglementation nationale. Donc eux-mêmes, les États membres, doivent correspondre à l'objectif fixé par la directive, mais ensuite, après, vont prendre les mesures qui sont adéquates. Le principe français, par exemple, pour vous? En principe français, je pense qu'il y a un problème, c'est que déjà, pour l'instant, tant qu'Emmanuel Macron est président de la République, il est contre une partie du dispositif du pacte, notamment les hubs, il est contre personnellement, et son gouvernement est officiellement contre. Donc je ne sais pas s'ils vont transposer de manière adéquate, correspondant aux objectifs. Ils n'ont pas le choix, parce que la France est membre de l'Union européenne, donc il va être obligé d'aller. Ensuite, après, est-ce qu'ils vont aller plus loin ou pas? Ça dépendra des États membres. J'imagine que l'Italie ira beaucoup plus loin que la France, par exemple, donc ça veut dire que vous aurez une déclinaison qui ne sera pas la même. En même temps, l'Italie a besoin de cette immigration pour la main-d'œuvre. Je pense, et tout à fait. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque pays va faire la même chose. Ensuite, après, concrètement, comment les pays vont mettre ça en place? En fait, il faut se dire que l'Union européenne était obligée d'agir pour montrer qu'ils étaient capables d'agir, avec une raison qui est simple, c'est que lorsque vous avez que 20% d'obligations à quitter le territoire qui sont exécutées, et ben les États sont critiqués d'impuissance publique. Ça renie les valeurs européennes et françaises. Ça renie les valeurs européennes et françaises. Vous avez 20 secondes. Si on accueillait plus de demandeurs d'asile, oui, ça renierait nos valeurs. Pour autant, on en accueille tout le temps. Par ailleurs, il faut réaffirmer que l'immigration, dont certains diront que c'est une fatalité, c'est surtout une réalité et même c'est une nécessité. Ce qu'il faut, c'est l'organiser. Et dans le pacte asile-migration, il y a aussi un accent qui est mis sur les voies d'immigration légales, ordonnées, qu'il faut continuer à développer. CQFD, merci infiniment à tous les trois. Ce débat était passionnant. Merci d'être venus débattre.